Donc, troisièmement, on va voir le bassin hydrographique. Un bassin hydrographique, c'est quoi? Donc, ça, c'est un bloc diagramme pour, bien sûr, donner une information sur ce qu'on appelle le bassin hydrographique. Et concernant le bassin hydrographique, donc, il est constitué de plusieurs reliefs, des élévations surtout, et vous verrez très clairement une ligne de partage des eaux de la surface. C'est-à-dire, lorsqu'il y a par exemple la tombée des neiges ou bien des pluies, donc il y a ce qu'on appelle, bien, chaque goutte, elle est collectée au niveau de ce bassin. Par contre, si je prends cette région-là, donc il appartient à un autre bassin qui est limitrophe de ce bassin qu'on est en train d'étudier. Donc les eaux bien sûr qui tombent dans cette région-là vont bien sûr circuler à la surface et ça constitue les eaux de ruissellement à travers ce qu'on appelle les affluents bien sûr qui drainent ce fleuve bien sûr principal. Et il y a aussi des eaux qui s'infiltrent à travers des terrains qui sont perméables et ça constitue ce qu'on appelle les nappes phréatiques vers le bas. Donc la ligne de partage des eaux, donc c'est une ligne qui sépare les différents bassins hydrographiques. C'est-à-dire lorsqu'un point ou bien des gouttes qui tombent dans cette région-là, donc il est collecté, il est au niveau de ce wad principal. Donc ça constitue ce qu'on appelle le bassin hydrographique. Donc le bassin hydrographique, par définition, est un territoire graphique délimité par des lignes de partage des eaux. Il regroupe tous les eaux circulent naturellement vers un même cours ou étendue d'eau, c'est-à-dire une rivière, un lac, une mer, etc. Donc ici, il y a la carte géographique qui montrant les différents bassins hydrographiques du royaume. Donc on commence du nord, donc le bassin vers le nord, Tanger, Tétouan et les zones limitrophes. Donc ça constitue le bassin hydrographique de Lekous. Vers le bas, vers le sud, donc il y a Sebou, caractérisé par l'existence de l'oued Sebou, c'est un oued qui est très connu par des inondations. Bourgreg, c'est-à-dire Rabat, Salé et les régions avoisines, donc constitue le bassin Bourgreg. Ici, il y a le bassin de Morbé, c'est-à-dire qui commence par le Moyen Atlas, qui sépare très clairement, vous verrez très clairement, le bassin Morbé et l'autre bassin, c'est-à-dire le sud atlantique. Donc cette ligne de partage, donc elle constitue ce qu'on appelle le Moyen Atlas. Donc le Moyen Atlas, il sépare donc ce sont des élévations, des chaînes de montagnes qui partagent, bien sûr, qui séparent les deux bassins. Donc vers le sud aussi, donc Tensift, c'est-à-dire la région avoisine, donc il constitue ce qu'on appelle le bassin hydrographique de Tensift. Vers le sud aussi, donc il y a l'autre bassin hydrographique de Soussmassa, et vous verrez très clairement que la chaîne des Grands Atlas, il sépare les deux bassins hydrographiques, c'est-à-dire de Tensift vers le nord, de Soussmassa vers le sud. Donc ce sont des élévations, des chaînes de montagnes, le Grand Atlas, elle est très connue, il sépare les deux bassins hydrographiques. Vers le sud, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le grand bassin qui est très vaste. Donc on compte 9 bassins versants du royaume, dont le plus vaste est celui du Sahara. Donc c'est un grand, vaste étendue, c'est le plus grand surface du royaume. Donc on passe à la deuxième partie. Donc ça concerne les dangers menaçant les ressources en eau. On va voir bien sûr quels sont les dangers qui menacent les ressources en eau. Donc on sait déjà que l'eau est la source de la vie. Sans elle, tout être vivant est incapable de continuer à vivre. Donc ça c'est évident. Pour tout être vivant, l'eau c'est essentiel, c'est nécessaire. Alors,
est dans l'obligation de préserver et surtout de ne pas polluer l'eau. Donc on va voir bien sûr quelques images qui contiennent des pourcentages d'utilisation de l'eau. Donc on va commencer par les boissons. Donc le boisson, donc, ça constitue 1% de la consommation totale de l'homme. Pour la cuisine, donc c'est 6% pour cuisiner. Donc le 1 plus 6, donc ça constitue 7%. Donc 7%, c'est le pourcentage de l'alimentation, c'est-à-dire la consommation de l'eau concernant l'alimentation de l'homme. Concernant maintenant l'hygiène et le nettoyage, il constitue 93%, c'est-à-dire que l'hygiène de l'homme et le nettoyage, il occupe une partie qui est très importante. Donc 7 par rapport à 93, donc c'est très important, c'est très colossal. On va voir bien sûr qui sont les machines ou bien les instruments qui gaspillent beaucoup d'eau. Donc on commence par les voitures et les jardins. Ils constituent 6%, c'est-à-dire pour les voitures et pour laver les voitures bien sûr, et pour les jardins, donc c'est 6%. Pour la vaisselle, c'est-à-dire lorsqu'on utilise la lave-vaisselle, la machine à laver, donc ça consomme 10%. Pour le linge, c'est 12%. Pour le sanitaire, c'est 20%. Donc 20%, c'est un taux qui est très important. Et les bains, les douches, donc ça constitue 39%, c'est-à-dire presque la moitié de la consommation pour l'hygiène et le... Et finalement, donc 6% pour les divers, c'est-à-dire plusieurs utilisations. Donc si on compare les deux, on voit très clairement que l'alimentation, il occupe un pourcentage qui est très inférieur par rapport à l'hygiène et le nettoyage. Et on va voir bien sûr comment remédier à ce problème. Par leur fréquente utilisation, les toilettes consomment à elles seules 20% de l'eau des ménages. C'est-à-dire que 20%, c'est un taux qui est important du point de vue consommation. En revanche, l'eau utilisée pour le boisson ne représente qu'1% de la consommation. Donc le boisson par rapport à 20%, donc c'est une comparaison qui est très claire. Donc pour le sanitaire, donc il occupe un pourcentage qui est très important. Donc donc on va voir l'exploitation excessive de l'eau, c'est-à-dire on exploite l'eau mais d'une façon qui est un peu exagérée, avec excès. Donc la qualité de vie et le nombre de population, ils conduisent à une augmentation des besoins en eau potable. C'est-à-dire, lorsque la population elle augmente du point de vue nombre, donc c'est évident que les besoins en eau, donc ils augmentent aussi, suivant le nombre de personnes ou bien de population. Mais cette consommation doit être rationnelle, c'est-à-dire l'homme est dans l'obligation de rationaliser cette consommation. Par exemple, la vaisselle à la main au lieu de lave-vaisselle. Donc on va utiliser la vaisselle à la main au lieu de la lave-vaisselle, au lieu de la machine. Pourquoi? Parce que la machine, elle consomme beaucoup donc il gaspille beaucoup d'eau, et c'est la raison pour laquelle il fallait revenir à la normale, c'est-à-dire on va faire la vaisselle à la main pour réduire un peu la consommation de l'eau. Le robinet et le seau, donc l'homme est dans l'obligation d'utiliser le robinet et le seau au lieu de la chasse d'eau. Donc la chasse de l'eau, bien sûr, il consomme beaucoup d'eau, donc c'est 20%. Donc si on va ce pourcentage, on va bien sûr utiliser les choses qui sont un peu traditionnelles. On peut revenir un peu en arrière pour réduire cette consommation. On peut utiliser aussi la douche au lieu du bain. Le bain, il consomme beaucoup d'eau, donc il gaspille beaucoup d'eau.
mais en utilisant la douche, donc on va réduire bien sûr cette consommation. Donc ces trois images-là, donc elles constituent la première, elles constituent l'utilisation des pesticides dans l'agriculture. Donc l'agriculture, surtout l'agriculture moderne, donc elle est caractérisée par l'utilisation intense des pesticides. Pesticides, donc ce sont des fongicides, c'est-à-dire des produits chimiques contre les champignons, ou bien des herbicides contre les mauvaises herbes, toujours des produits chimiques, ou bien des insectivores, des insecticides pour attaquer des insectes qui affectent bien sûr l'agriculture en général. Donc la deuxième image, donc c'est une usine qui rejette leurs déchets liquides directement dans l'environnement. Donc ça c'est une image qui est un peu fâcheuse. Donc vous verrez très clairement, il y a le rejet des déchets sous forme liquide au niveau des cours d'eau. À cause de quoi? À cause des usines. Donc on passe à la troisième image. Donc elle constitue ce qu'on appelle la pollution de l'eau des maisons, c'est-à-dire l'homme peut utiliser bien sûr la peinture. Donc la peinture, ce sont des produits chimiques, ils peuvent bien sûr affecter ou bien polluer l'environnement, aussi par des produits chimiques divers, aussi par la graisse bien sûr des voitures, aussi des produits chimiques qu'on utilise pour l'hygiène. Donc l'hygiène, généralement, on utilise des produits chimiques et ils infectent l'eau, donc c'est la pollution domestique, c'est-à-dire consacrée pour les maisons. Donc généralement, donc la pollution, bien sûr, peut bien sûr exister au niveau des maisons, donc c'est une pollution domestique, aussi dans le domaine agricole par des pesticides, aussi pour les usines, et surtout les déchets qui sont liquides, qui sont déversés ou bien rejetés directement au niveau des cours d'eau. Donc, petit 2, la pollution de l'eau de surface. Donc, on va voir bien sûr la pollution concernant les eaux de surface. Donc, au fil du temps, l'homme pollue de plus en plus ses ressources en eau en exerçant plusieurs activités. Donc, on va commencer par la première activité, c'est l'activité industrielle. Donc l'activité industrielle en relation avec l'industrie par des produits chimiques, des eaux qui sont chaudes et des métaux lourds. Donc c'est la pollution la plus désastreuse de notre globe, c'est-à-dire c'est l'activité qui influence d'une façon intense, d'une façon catastrophique sur l'environnement et surtout pour les eaux de surface. Donc l'industrie, donc elle a des effets positifs pour l'homme, mais elle est néfaste pour l'environnement. Donc la deuxième activité, c'est l'activité agricole par des pesticides, des engrais que l'on retrouve dans les eaux de ruissellement, les rivières et enfin il se termine au niveau des océans. Donc l'agriculture aussi, il y a quand même des avantages vis-à-vis à l'homme, mais il constitue aussi un inconvénient pour l'environnement par l'utilisation des pesticides et des engrais. La troisième activité, c'est l'activité urbaine par des eaux usées d'origine domestique, c'est-à-dire d'origine des maisons, déversées directement en océan ou en mer sans traitement, c'est-à-dire les eaux qui sont dégagées, qui sont rejetées par l'homme, directement au niveau des océans ou en mer sans traitement, c'est-à-dire sans le traiter. Donc ça constitue bien sûr une pollution qui est importante aussi au niveau des eaux de la surface. Mais la plus importante, la plus désastreuse, c'est l'activité industrielle suivie de l'activité agricole et finalement l'activité urbaine. Donc la troisième séquence, c'est-à-dire comment remédier à ces problèmes-là, c'est-à-dire le problème de la pollution des eaux, il persiste, mais comment remédier à ce problème. Donc la troisième séquence, c'est concernant le traitement. Comment faire pour traiter les eaux. Donc avant de commencer le traitement des eaux, il faut bien sûr élucider les différents types de traitement
pour les eaux généralement. Donc il y a deux types de traitement de l'eau. Il y a premièrement ce qu'on appelle la potabilisation, c'est-à-dire rendre l'eau du fleuve ou bien du barrage, etc., potable, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr le boire sans aucun problème. Il passe par plusieurs étapes, le tamisage, floculation, décantation, filtration et enfin la désinfection. Donc la première image, donc il résume tout ce qu'on a dit. Donc on a ici la station de pompage, c'est-à-dire on pompe l'eau à partir des fleuves directement ou bien à partir des puits. Donc les puits, on les utilise surtout pour extraire de l'eau souterraine, c'est-à-dire l'eau qui est au niveau de la croûte terrestre. Donc ce sont des eaux souterraines. Parfois, on utilise des puits pour pomper de l'eau pour le rendre potable. On vient ce qu'on appelle la potabilisation. On peut bien sûr pomper de l'eau directement au niveau des barrages, dans certains cas. Donc, lorsque l'eau est pompée, elle arrive au niveau des usines de potabilisation, c'est-à-dire les différentes étapes qu'on a vues, le tamisage, floculation, décantation, filtration, et enfin les désinfections, pour rendre l'eau, bien sûr, potable. L'eau potable, bien sûr, elle est véhiculée au niveau des châteaux d'eau pour donner une pression pour qu'il arrive au niveau des entreprises et aussi pour qu'il arrive au niveau des villes ou bien des villages, etc. Donc ça résume en quelque sorte ce qu'on appelle la potabilisation et c'est un type de traitement de l'eau, mais cette fois on ne traite pas de la pollution mais pour le rendre potable, c'est-à-dire qu'on peut bien sûr le boire sans aucun problème. Donc c'est ce qu'on appelle la potabilisation. Le deuxième traitement, ça concerne les eaux usées. Les eaux usées, c'est-à-dire les eaux qui sont bien sûr passées par ce qu'on appelle les tuyaux des égouts et aussi par les conduits bien sûr de l'industrie, c'est-à-dire les usines. Donc les eaux usées, donc, on a deux types, le type domestique qui vient des maisons, des villes et des villages, et l'industriel, c'est-à-dire des usines directement. Donc par des stations d'épuration, c'est-à-dire le rendre pur, afin de le remettre dans la nature. Donc on va traiter cette eau-là qui est polluée, avec des techniques bien sûr, pour le rendre pur et on le rejette vers la nature. Donc l'autre image, c'est-à-dire la deuxième image, elle résume. Donc les eaux usées, ils viennent au niveau de cette usine de traitement des eaux, soit à partir des usines, ou bien à partir des maisons. Donc c'est le domestique, c'est-à-dire les eaux usées domestiques. Lorsqu'il arrive au niveau de cette station-là, il subit ce qu'on appelle le dégrillage. Donc ce sont des grilles pour séparer bien sûr les impuretés et les produits qui sont solides du liquide. Après, il subit ce qu'on appelle le dégraissage, c'est-à-dire l'enlèvement de la graisse, c'est-à-dire des huiles. Donc les huiles, vous verrez très clairement que les huiles elles occupent la surface par rapport à l'eau et on enlève les huiles et les graisses bien sûr à partir de cette eau-là. La deuxième partie c'est le dessablage, c'est-à-dire on enlève le sable, donc ça c'est un amas de sable à partir de ces eaux-là. Après on fait ce qu'on appelle la décantation dans des cylindres qui sont très volumineux. Après il y a ce qu'on appelle le traitement biologique pour traiter cette eau-là. Après il subit une deuxième décantation pour séparer ce qu'on appelle les boues et ça sert bien sûr aux engrais dans le domaine agricole. Finalement, l'eau bien sûr elle est purifiée finalement et elle est rejetée, elle regagne bien sûr le fleuve. Et vous verrez très clairement un poisson ici qui bien sûr prend de l'eau, donc c'est de l'eau qui est pure, donc elle est utilisée de nouveau ou bien rejetée de nouveau dans la nature, mais cette fois sans aucune pollution. Donc ça c'est un remède bien sûr pour éliminer ce qu'on appelle les eaux usées qui sont polluées. Donc on passe finalement au résumé. Donc l'intensification des activités humaines et la gestion irrationnelle des déchets entraîne la pollution des eaux, ce qui aboutit à des risques écologiques et sanitaires. Pour éviter ces risques, l'homme a tenté
de limiter les sources de pollution des eaux, car le traitement des eaux usées participe à la sauvegarde des eaux naturelles. Et finalement, avant de clôturer ce chapitre, donc un vocabulaire scientifique qui vaut bien sûr concernant la traduction. Donc je commence par les ressources en eau, الموارد المائية, donc les ressources موارد المائية. L'hygiène, il y a النظافة, l'hygiène des mains, donc نظافة اليدين, surtout de nos jours concernant le coronavirus. Donc il fallait toujours ayez l'habitude de très bien laver les mains et n'oubliez pas de les laver pendant 30 secondes, voire même 14 secondes pour enlever ce qu'on appelle le doute. Donc le cycle de l'eau, دورة الماء, le cycle دورة de l'eau, تلوث الماء, la pollution de l'eau, le glacier أنهار جليدية, donc c'est un amas de glace, bien sûr constitué plusieurs temps, donc c'est un vaste étendue qui occupe bien sûr les fleuves et ça devient bien sûr ce qu'on appelle les glaciers. La planète bleue, ou الكوكب الأزرق ou كوكب الأرض, il est appelé aussi, pourquoi? Parce que le ciel il est bleu, vu quoi?